Ce soir, à travers les États-Unis, les rues des 10 plus grandes villes se transforment en un spectacle inédit. Des villes sur roues. Des dizaines de milliers de personnes vivent désormais dans des caravanes RVE, stationnées sous les ponts, le long de rues résidentielles et dans des recoins oubliés de la vie urbaine. Ce sont des infirmières, des ouvriers du bâtiment, des retraités, des familles qui s'accrochent désespérément au seul logement qu'elles peuvent encore se permettre. Les municipalités tentent en vain de résoudre le problème, dépensant des millions sans résultat. Et une fois que vous aurez vu l'ampleur du phénomène, vous ne regarderez plus jamais ces villes de la même façon. Numéro 10. New York, le labyrinthe des refuges. Plus de 158 000 sans-abri vivent ici, ce qui en fait l'épicentre de près d'un cinquième de la population sans domicile fixe américaine. Mais voici ce qui distingue cette ville de presque toutes les autres grandes métropoles de cette liste. On n'y voit pas de rangées de caravanes bordant les rues de Manhattan ou de Brooklyn. On n'y voit pas de familles dormant dans des bus aménagés sous le pont de Queensboro. Ce n'est pas parce que la crise du logement a été résolue ici. C'est parce que cette ville possède le plus grand système d'hébergement d'urgence du pays, avec plus de 127 000 lits disponibles chaque nuit. La politique du droit à un abri, établie il y a des décennies, oblige légalement le gouvernement à fournir un logement d'urgence à toute personne qui en a besoin. Ainsi, lorsqu'une personne perd son appartement, elle se retrouve généralement dans un centre d'hébergement plutôt que dans sa voiture. Mais ne vous y trompez pas, le système d'hébergement d'urgence est saturé, sous-financé et souvent dangereux. Des familles sont séparées. Des personnes attendent pendant des mois pour un logement permanent qui n'arrive jamais. Et l'afflux de demandeurs d'asile depuis 2022 a mis le système à rude épreuve. Malgré tout, l'infrastructure existe, ce qui explique pourquoi le sans-abrisme en véhicule reste relativement rare ici, comparé aux villes de la côte ouest. Le plus grave, c'est ce qui se passe avant que les gens ne se retrouvent à la rue. Les expulsions sont en forte hausse. Les loyers ont explosé, dépassant les 8% des revenus, et les familles à faible revenu consacrent désormais 70% ou plus de leurs gains au logement. La ville a perdu plus d'1,5 million de logements abordables depuis les années 1990. Le taux de vacances des appartements abordables est inférieur à 1%. Autrement dit, pour chaque personne à la recherche d'un logement à sa portée, les options sont quasiment inexistantes. La pression s'accentue. Et si le système d'abri empêche pour l'instant les campements massifs de RV, la crise fondamentale, le logement inabordable qui pousse les travailleurs au bord du gouffre, est identique à celle de toutes les autres villes de cette liste. Mais à près de 5000 km à l'ouest, la situation est tout autre. Numéro 9. Los Angeles, l'épicentre. Cette ville ne se contente pas de gérer un problème de sans-abrisme local. Elle est l'épicentre de la crise nationale. À l'heure actuelle, plus de 15 700 personnes vivent dans des véhicules à travers le comté. Ce n'est pas une erreur. 15 700 êtres humains n'ont d'autre adresse que le camping-car, la camionnette ou la voiture dans laquelle ils dorment ce soir. Et ce chiffre représente plus de 25% de la population sans domicile fixe total du comté. Traversez la région métropolitaine, le sud de Los Angeles ou la vallée de San Fernando, et vous verrez à quoi cela ressemble vraiment. Des camping-cars de classe A qui coûtaient 60 000 $ neufs, maintenant rafistolés avec du ruban adhésif et de la persévérance. Des caravanes à sellettes aux pneus crevés qui n'ont pas bougé depuis des mois. Des bus scolaires aménagés avec du linge qui sèche aux fenêtres. Ce ne sont pas des véhicules abandonnés, ce sont des quartiers, des communautés, des foyers. Le recensement des sans-abri de 2025 a révélé une chose surprenante. Pour la deuxième année consécutive, le nombre total de sans-abri a légèrement diminué, environ 4% à l'échelle du comté et 3,4% dans la ville même. Les autorités se sont félicitées de ce résultat, y voyant la preuve de l'efficacité de leur stratégie. Le programme Inside Safe de la maire Karen Bass a permis de démanteler des campements et de reloger les personnes sans domicile fixe dans des hébergements temporaires. L'initiative Pathway Home a quant à elle relogé 108 personnes provenant des campements de RV dans des hôtels et des motels. Mais voici ce que les chiffres ne révèlent pas. La baisse du nombre d'abris de fortune, incluant les tentes, les voitures, les fourgonnettes et les véhicules aménagés, est de 13,5%. Cela paraît encourageant, jusqu'à ce que l'on apprenne que les chercheurs de la Rand Corporation ont constaté que les chiffres officiels sous-estiment systématiquement le nombre de personnes vivant dans des véhicules. Leurs données ont montré que la population réelle de véhicules aménagés pourrait être bien plus élevée que celle déclarée. Et malgré cette baisse, cette région abrite toujours la plus grande population de personnes vivant dans des véhicules aux États-Unis. Si cela vous intéresse, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup à venir. L'histoire ne fait que s'améliorer en allant vers le nord. Numéro 8.
Chicago, le bord glacé. La troisième plus grande ville du pays présente un paradoxe face à la crise nationale des sans-abri vivant dans leurs véhicules. Malgré une population sans domicile fixe dépassant les 6000 personnes, ce phénomène reste relativement rare ici, comparé aux villes de la côte ouest. Les hivers rigoureux y contribuent largement. Lorsque les températures descendent en dessous de zéro pendant des semaines, vivre dans un véhicule non chauffé devient une condamnation à mort. Le climat ne permet tout simplement pas de vivre à l'année dans son véhicule, contrairement à ce qui se pratique dans les villes plus chaudes. La ville dispose également d'une infrastructure d'hébergement d'urgence plus développée que nombre de villes du sud des États-Unis, bien qu'elle soit loin d'être suffisante. Cependant, il ne faut pas confondre un faible taux de reproduction, R, avec la sécurité du logement. La même crise du logement abordable qui frappe durement toutes les autres grandes villes américaines sévit ici aussi. Les loyers augmentent régulièrement, tandis que les salaires stagnent. Les expulsions s'accélèrent. La pénurie de logements abordables s'aggrave d'année en année. Ce qui se passe ici, c'est que, lorsque les gens perdent leur logement, ils se retrouvent généralement dans des refuges, hébergés chez des proches, ou dorment à la belle étoile dans des tentes ou des entrées d'immeubles plutôt que dans des véhicules. Les sans-abri se regroupent dans des zones comme Lower Walker Drive, où les rues souterraines offrent une certaine protection contre les intempéries. Lors du recensement ponctuel de 2024, des bénévoles ont trouvé des personnes dormant dans les tunnels, sous les ponts, dans des bâtiments abandonnés, des endroits où l'on peut au moins se protéger du vent. Les rares RVE et véhicules plus imposants qui circulent sont généralement rapidement mis en fourrière. Le contrôle du stationnement est strict, et il est rare de trouver un endroit où garer un gros véhicule longtemps sans attirer l'attention. La limite de stationnement de 72 heures est appliquée à la lettre et les frais de remorquage sont tout aussi exorbitants qu'en Californie. Perdre son véhicule ici, c'est se retrouver à la rue, sans rien, dans une ville où les risques d'accident peuvent être mortels en quelques heures. Ainsi, même si la crise du logement en V semble moins importante en chiffres absolus, le problème sous-jacent, des coûts de logement inabordables pour les travailleurs, reste identique. La crise se manifeste simplement différemment lorsque l'hiver dure 6 mois et que la survie dépend de la nécessité de se loger et de se chauffer. Plus au sud, le climat change, mais la crise s'aggrave. Numéro 7. Houston. L'étendue invisible des centaines de kilomètres carrés d'autoroutes, de zones commerciales et de lotissements s'étendent à perte de vue. C'est la 4e plus grande ville des États-Unis, avec une population sans abri qui avoisine les 4000 personnes. Et parmi ces chiffres se cache une population vivant dans sa voiture. Un chiffre que les recensements officiels omettent systématiquement. Voici pourquoi la crise des sans-abri vivant dans des véhicules RV est si difficile à suivre dans cette ville. L'immensité du territoire où ils vivent permet à ces personnes de se disperser dans d'innombrables quartiers, de se garer dans différentes rues et de se fondre dans le paysage. Contrairement à San Francisco, où les RV se regroupent dans des campements visibles, ici, ils sont disséminés dans toute l'agglomération. Ils se gardent sur les parkings ouverts 24h/24 des supermarchés Walmart jusqu'à ce que la direction les expulse. Ils trouvent des emplacements près des zones industrielles où le stationnement de nuit attire moins l'attention. Ils se déplacent constamment pour échapper aux forces de l'ordre. L'absence de réglementation d'urbanisme dans cette ville, réputée pour autoriser tout type de construction, paradoxalement, rend la vie dans un véhicule à la fois plus facile et plus difficile. Plus facile car les places de stationnement sont plus rares. Plus difficile car il n'y a pas de solution coordonnée, pas de programme de stationnement sécurisé, pas d'infrastructure pour accompagner les personnes qui souhaitent se passer de leur voiture. Le contexte politique texan influence également la manière dont ce problème est traité. On parle moins publiquement des personnes sans abri vivant dans leur véhicule comme d'une crise du logement et davantage comme d'un problème de sécurité publique ou de nuisance. Cela se traduit par moins de ressources consacrées à la recherche de solutions et une plus grande priorité accordée au déplacement de ces personnes. Mais les calculs qui poussent les gens à vivre dans leur véhicule sont les mêmes ici qu'ailleurs. Le loyer médian d'un appartement d'une chambre dépasse les 1200 $. Pour quelqu'un qui gagne 15 $ de l'heure, cela représente 70% de son salaire net avant toutes les autres dépenses. Ajoutez à cela le fait que les transports en commun sont limités, ce qui signifie qu'il faut de toute façon une voiture pour se rendre au travail. Et soudain, vivre dans sa voiture prend un certain sens, même si c'est par désespoir. On conserve son moyen de transport, on évite les listes d'attente des centres d'hébergement et on préserve une certaine intimité et dignité, du moins jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse.
Mais si vous pensez que les données concernant Houston sont rares, essayez de trouver des chiffres pour la Pennsylvanie. Numéro 6. Philadelphie, le désert des données. D'après les derniers recensements, environ 5 800 personnes sans domicile fixe vivent ici. La ville se classe 6e au niveau national en termes de population et fait face à de graves problèmes d'accessibilité au logement. Mais concernant spécifiquement le sans-abrisme dans le quartier de Hervey, les données sont tout simplement inexistantes. Ce problème n'est pas propre à cette ville, il est national. Le ministère du Logement et du Développement urbain exige des villes qu'elles effectuent des recensements ponctuels des personnes sans domicile fixe, mais la méthodologie employée regroupe souvent toutes les personnes vivant dans leur véhicule ou les ignore complètement. Le recensement des sans-abri ici se concentre principalement sur l'occupation des centres d'hébergement et les personnes sans domicile fixe visibles dans la rue. Le climat de l'Est, bien que moins rigoureux que l'hiver du Midwest, rend difficile la vie permanente dans un véhicule. Les étés sont chauds et humides, transformant les camping-cars en véritables fournaises. Les hivers sont froids et nécessitent des systèmes de chauffage fiables, dont la plupart des camping-cars anciens sont dépourvus. C'est pourquoi vivre sans domicile fixe dans un véhicule reste relativement rare comparé aux villes californiennes. Ce qui caractérise cette ville, c'est une grave pénurie de logements abordables. Les logements sociaux disparaissent depuis des décennies, tandis que les loyers ne cessent d'augmenter. Les familles attendent des années pour obtenir des allocations logement. Les places en centre d'hébergement d'urgence sont immédiatement saturées, et le taux d'expulsion dans certains quartiers rivalise avec les pires du pays. Ici, les personnes sans domicile fixe se retrouvent généralement dans des refuges, hébergées chez des proches dans des conditions de surpopulation, ou à la rue, sous des tentes, ou dans des entrées d'immeubles plutôt que dans des caravanes. De toute façon, les rues étroites et le contrôle strict du stationnement rendent presque impossible le stationnement d'un gros véhicule. Mais voici ce qui compte. L'absence de campement visible de camping-car ne signifie pas que la situation soit résolue. Cela signifie simplement que la crise du logement se manifeste différemment. Au lieu de rangées de camping-cars dans les rues, on voit des familles entassées à 3 dans une même chambre. On voit des gens dormir dans le métro. Des milliers de personnes risquent de tout perdre au moindre manque à gagner. Et maintenant, direction le désert, où la chaleur estivale rend cette crise mortelle. Numéro 5. Phoenix, les rues brûlantes. La 5e population des États-Unis vit sans domicile fixe, confrontée à une proportion croissante d'entre elles vivent dans leur véhicule. Il est plus difficile d'obtenir des chiffres précis ici qu'en Californie, car l'Arizona ne dispose pas du même niveau de coordination des services aux sans-abri ni de collecte de données. Mais il suffit de parcourir les quartiers pour que le constat saute aux yeux. Des RVEA bordent les rues des zones défavorisées. Des fourgonnettes et des bus aménagés s'entassent sur les parkings près des entreprises de travail journalier. Le nombre de personnes vivant dans leurs véhicules augmente rapidement sous l'effet de la même flambée des prix de l'immobilier qui touche toutes les grandes villes américaines. Voici ce qui rend cette situation particulièrement dramatique. Les températures estivales dépassent régulièrement les 43 degrés Celsius. Vivre dans un logement social sans climatisation ou avec un système électrique défaillant devient un véritable danger de mort. Chaque été, des personnes meurent d'insolation. Certaines sont retrouvées dans leur véhicule plusieurs jours plus tard. La ville a tenté d'étendre le réseau de centres de rafraîchissement et de points d'accueil pour les personnes souffrant de la chaleur, mais les ressources sont limitées et les besoins immenses. L'hiver apporte un peu de répit, ce qui explique l'afflux de retraités dans cette ville désertique durant les mois les plus frais. Ces retraités à revenus fixes, qui ne peuvent plus se loger, migrent vers le sud lorsque le climat du nord devient invivable. Ils rejoignent ainsi la population déjà existante, composée de familles actives, de parents isolés et de personnes qui n'ont plus les moyens de se loger sur le marché locatif. Le loyer médian a dépassé les 1 400 $ pour un appartement d'une chambre. La croissance rapide de la ville a certes créé des emplois, mais pas de logements abordables. La construction s'est concentrée sur les appartements de luxe et les maisons individuelles destinées à une clientèle venant d'autres États, et non sur les logements pour les travailleurs gagnant entre 30 000 et 40 000 $ par an. De ce fait, l'écart entre le coût du logement et les revenus ne cesse de se creuser. Plus au sud, au Texas, la chaleur s'accompagne d'un climat politique tendu. Numéro 4. San Antonio, le règlement de points à contre-cœur. La 7e plus grande ville des États-Unis compte environ 3 800 personnes sans abri, selon des recensements récents. Mais comme dans d'autres villes du Texas, les données concernant spécifiquement les personnes sans domicile fixe vivant dans leurs véhicules sont rares. Ce que l'on sait, c'est que le nombre de personnes sans abri a augmenté de façon constante.
tandis que les logements abordables se raréfient. Ici, la politique relative au sans-abrisme privilégie largement la répression aux services d'aide. En 2024, les électeurs ont approuvé une mesure interdisant les campements de sans-abri dans toute la ville. L'ordonnance autorise la police à démanteler les campements et à verbaliser les contrevenants. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large au Texas, suite au rétablissement de l'interdiction de camper à Austin. Et bien que l'attention se soit portée sur les campements, la même logique de répression s'applique aux personnes vivant dans des logements sociaux. Le problème est similaire à celui d'autres villes du Sud. Les personnes vivant dans leurs véhicules sont dispersées sur un vaste territoire, se garant à différents endroits pour passer inaperçues. Elles ne forment pas les communautés en forme de V que l'on observe sur la côte ouest. Il s'agit plutôt de personnes seules et de familles installées dans des rues secondaires, derrière des commerces, en périphérie des zones industrielles. Elles tentent de se faire discrètes. Le climat permet de vivre dans un véhicule toute l'année, même si les étés sont aussi caniculaires que dans d'autres villes du désert. Sans climatisation, la chaleur devient étouffante dès le milieu de l'après-midi. Les hivers sont suffisamment doux pour que le chauffage soit moins indispensable que dans les villes du Nord, ce qui rend cet endroit plus viable que Chicago ou Philadelphie pour y vivre à long terme. Mais viable ne signifie pas acceptable ni durable. Le loyer médian dépasse 1 300 $ pour un appartement d'une chambre. Pour une personne au salaire minimum, c'est impossible à assumer en plus des dépenses liées à la nourriture, au transport, aux soins de santé et à toutes les autres nécessités vitales. Le calcul est le même que pour tous les autres éléments de cette liste. Les gens se retrouvent donc à vivre dans leur véhicule, constamment en mouvement pour éviter l'attention de la police, et leurs options s'épuisent peu à peu à mesure que leurs voitures tombent en panne et que leurs économies s'amenuisent. Contrairement aux villes dotées de programmes de stationnement sécurisés ou de services d'aide aux véhicules, cette ville n'offre pratiquement rien. Aucune solution de stationnement légale, aucun accompagnement, aucun moyen de se reloger après avoir possédé un véhicule. Seulement des mesures coercitives et des déplacements forcés. La même stratégie vouée à l'échec, coûteuse et inefficace, qui a été mise en œuvre dans toutes les villes qui l'ont essayé. Mais la côte californienne nous montre à quoi ressemble cette crise lorsque les villes font des choix différents. Numéro 3. San Diego, le terrain d'essai. Cette ville est devenue le terrain d'expérimentation d'une approche totalement différente du problème des sans-abri. Sur environ 4600 personnes sans domicile fixe, une part importante vit dans son véhicule. Et contrairement à la plupart des villes de cette liste, plus d'une décennie a été consacrée à l'élaboration de programmes spécifiquement conçus pour aider ces personnes à accéder à un logement. L'histoire commence en 2013 avec le lancement du programme de stationnement sécurisé. Le concept était simple, mais révolutionnaire. Au lieu de mettre les véhicules en fourrière et de laisser les gens à la rue sans rien, leur offrir un emplacement légal pour se garer, avec accès à des toilettes, un service de sécurité et un accompagnement social. Leur permettre de se stabiliser en attendant de trouver un logement permanent. Ces résultats ont transformé notre vision du sans-abrisme automobile. Le programme gère actuellement 6 sites dans toute la ville. Les participants peuvent y rester aussi longtemps qu'ils travaillent activement à trouver un logement. Pas de limite de temps arbitraire. Pas de changement d'hébergement toutes les 72 heures. Juste de la stabilité pendant qu'ils reconstruisent leur logement. Et les données prouvent son efficacité. 87% des participants accèdent à un logement permanent en moins d'1 an. Il ne s'agit pas d'un simple déplacement vers un autre parking ou un refuge, mais bien d'un véritable appartement avec bail. Un logement permanent, le coût par personne est d'environ 4 200 $. À titre de comparaison, le coût d'une mise en fourrière peut dépasser 1 500 $ et ne fait qu'aggraver la situation de ces personnes en les plongeant dans une crise encore plus profonde. Il faut également prendre en compte le coût des services d'urgence, des hospitalisations et des interventions policières liées à la vie dans la rue, sans aucun service. Le modèle de stationnement sécurisé est moins coûteux et permet de mettre fin au sans-abrisme. Mais la crise des véhicules abandonnés n'est pas résolue ici. La demande dépasse largement l'offre. La liste d'attente est longue et les contrôles se poursuivent dans les zones sans accès sécurisé au stationnement. La ville a également intensifié les opérations de répression dans certains quartiers, suite aux plaintes concernant l'amoncellement de ces véhicules dans les rues résidentielles. Plus au nord, la région de la baie de San Francisco illustre ce qui se produit lorsque la crise dépasse toutes les capacités de réponse. Numéro 2. San Jose, le tapis roulant à remorque. La troisième plus grande ville de Californie se situe au cœur de la Silicon Valley. Entourée de certains des biens immobiliers les plus précieux au monde, elle abrite des entreprises technologiques valant des milliards de dollars et fait face à l'une des pires crises de sans-abri dans leurs véhicules aux États-Unis. Plus de 6000 personnes vivent dans la rue.
Une part importante d'entre elles habitent des camping-cars et autres véhicules, et la réponse apportée est systématiquement répressive. En 2025, un programme pilote a été lancé pour interdire les véhicules surdimensionnés et habités dans certaines zones de la ville. La procédure commence par des avis et des avertissements, puis vient la mise en fourrière. Depuis janvier, 19 camping-cars et remorques ont été mis en fourrière, ainsi que 45 autres véhicules, selon les statistiques officielles. Mais voici le chiffre qui révèle la vérité. L'opération de contrôle a été menée à bien dans 38 zones de mise en fourrière. Dans ces zones, les autorités ont dénombré 1175 véhicules. 90 jours après le démantèlement de ces zones, 671 véhicules y étaient de retour. Imaginez les conséquences. La ville consacre des ressources considérables au remorquage des véhicules et au déplacement des personnes. Et en 3 mois, 57% des véhicules sont de retour. Car la répression ne résout pas le problème des sans-abri. Elle ne fait que le déplacer. Et les personnes vivant dans ces véhicules n'ont nulle part où aller. En août 2025, Wayne Gardiner a vu sa maison, où il vivait depuis 20 ans, être remorquée à Columbus Park. La ville lui a offert 2000 $ pour qu'il cède son camping-car. Il a accepté, n'ayant pas le choix. Mais 2000 $ ne suffisent pas pour se loger dans un endroit où le loyer moyen d'un appartement d'une chambre dépasse les 2600 $. Alors, cet argent est dépensé en hôtel temporaire ou pour remplacer ses affaires, et en quelques semaines, les gens se retrouvent au point de départ. Sauf que maintenant, ils n'ont plus leur camping-car. Cette ville de la Silicon Valley est l'exemple parfait de la mauvaise façon de gérer le problème des véhicules sans abri. On dépense des millions en répression. On déplace les gens à répétition. On propose des indemnités insuffisantes qui ne débouchent pas sur un logement. On regarde le problème persister et s'aggraver. Et on refuse d'investir dans des programmes de stationnement sécurisés ou des services d'accompagnement social qui pourraient réellement aider. Le modèle de San Diego pourrait être reproduit ici. Au lieu de cela, la voie coûteuse, cruelle et inefficace des enlèvements incessants se poursuit. Et à l'extrême sud du Texas, l'étalement urbain masque une crise grandissante. Numéro 1. Dallas, l'étendue métropolitaine du Sud. Parmi les 10 plus grandes villes américaines, on trouve également une agglomération de plus de 1,3 million d'habitants. Environ 4200 personnes y vivent sans domicile fixe. Et comme dans d'autres villes du Texas, les données précises sur le sans-abrisme à Riverside sont rares. Mais la crise existe bel et bien, et elle s'aggrave. La même conjonction de facteurs qui alimente le sans-abrisme dans les véhicules à l'échelle nationale frappe ici. Le coût du logement augmente plus vite que les salaires. Les logements abordables disparaissent. Les centres d'hébergement d'urgence sont saturés. Et un contexte politique privilégie la répression au service. La ville a mené des opérations de démantèlement agressif des campements, dépensant des ressources considérables pour des opérations qui déplacent temporairement les personnes sans abri visible sans s'attaquer à leurs causes profondes. Pour les personnes vivant dans des véhicules, cette ville tentaculaire présente des défis uniques. Sa géographie fait que ces personnes sont dispersées dans d'innombrables quartiers. Aucun secteur ne concentre l'attention ni les ressources. Ce sont plutôt des individus et des familles stationnés dans les rues secondaires de toute l'agglomération. Ils déménagent tous les 2 ou 3 jours pour éviter la fourrière. Ils essaient de conserver leur emploi et de scolariser leurs enfants tout en vivant dans leur véhicule. Au Texas, la chaleur estivale est dangereuse. Les températures dépassent régulièrement les 38 degrés Celsius, transformant les Airview sans climatisation en véritables pièges mortels. Les hivers sont doux comparés aux villes du Nord, mais connaissent tout de même des vagues de froid qui nécessitent le chauffage. Ces fortes variations de température saisonnières font que survivre dans un véhicule exige des ressources dont beaucoup ne disposent pas, et pratiquement aucun service n'est prévu pour les personnes vivant dans leur véhicule. Aucun programme de stationnement sécurisé, aucune zone autorisée au stationnement de nuit, aucune infrastructure comme des points d'eau ou des systèmes de collecte des déchets adaptés aux personnes vivant dans leur véhicule. C'est la répression pure et simple. Partez ou votre véhicule sera mis en fourrière. Le loyer médian dépasse 1250 $ pour un appartement d'une chambre. Pour une personne gagnant 15 ou 16 $ de l'heure, c'est inabordable, même à temps plein. De plus, les transports en commun étant limités au Texas, il faut un véhicule pour la plupart des emplois, et vivre dans sa voiture devient alors la seule option possible quand on n'a plus d'argent pour payer le loyer. Comme nous l'avons constaté, les foyers dans les plus grandes villes américaines se propagent plus vite que prévu. Des abris saturés aux rues transformés en quartiers délabrés. Mais ce n'est qu'un aspect d'un problème plus vaste. Pour comprendre comment cet effondrement a commencé et quelle sera son évolution, abonnez-vous pour ne rien manquer.
Et avant de partir, regardez la vidéo précédente. Elle analyse en profondeur les origines de cette crise et explique pourquoi la situation actuelle était inévitable.